À la une de ce journal, le président du Conseil militaire transitoire du Tchad achève une visite dans notre pays sanctionnée par un communiqué conjoint. Le président de la République s'entretient avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le président de la République a inauguré ce soir l'hôpital Cheikh Mohammed Ben Zayed dédié aux malades du Covid-19. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, le président du Conseil militaire transitoire du Tchad, président en exercice du G5 Sahel, Mahamat Idriss Déby Itno, a achevé sa visite d'amitié et de travail dans notre pays. Il a été raccompagné à l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutoussi par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le chef de l'État tchadien a été également salué à son départ par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, le président du Conseil constitutionnel Diallo Amadou Bacha, le président de l'institution de l'opposition démocratique Brahim Ould Bekkay, le ministre secrétaire général de la présidence de la République et d'autres hautes personnalités. Après avoir donc écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents passent en revue des unités venues leur rendre les honneurs.
président tchadien est en train de passer, après avoir du moins passé en revue quelques unités venues lui rendre les honneurs, passe devant des membres du gouvernement venus à l'aéroport international Oumotonsi. La visite de Mahamat Idriss Déby Itno a été sanctionnée par un communiqué conjoint dans lequel les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations de coopération bilatérale. Conjoint sanctionnant la visite d'amitié et de travail en République islamique de Mauritanie du général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État. Nouakchott, 26 et 27 juillet 2021. À l'invitation de son homologue et frère, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, a effectué du 26 au 27 juillet 2021 une visite d'amitié et de travail en Mauritanie à la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs ministres et de hauts fonctionnaires membres de son cabinet. Cette visite, qui s'inscrit dans la continuité des excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, traduit la volonté de les renforcer encore davantage par le biais de la concertation régulière et du dialogue permanent entre les deux chefs d'État et vise à consolider les liens historiques d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples frères, mauritaniens et tchadiens. Au cours de cette visite, les deux présidents se sont entretenus en tête-à-tête des relations bilatérales et des questions sous-régionales et continentales d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont également eu une séance de travail élargie
aux membres de leur délégation, empreinte d'une large convergence de vues sur l'ensemble des sujets abordés. Son Excellence Mohammed Ould Cheikh El Ghazouani et Son Excellence Mohammed Idriss Déby Itno se sont félicités de cette convergence de vues et ont réaffirmé leur ferme volonté de tout mettre en œuvre pour développer et raffermir les liens de coopération entre les deux pays dans l'intérêt de leurs deux peuples frères. Les deux chefs d'État ont également échangé sur l'évolution de la transition politique au Tchad et se sont félicités des avancées enregistrées dans le processus. Ils ont encouragé tous les acteurs concernés à œuvrer en faveur d'une transition pacifique, apaisée et réussie. Abordant la situation sécuritaire au Sahel, ils ont insisté sur la nécessité d'approfondir la collaboration entre les États membres du G5 Sahel afin de mieux prévenir la criminalité transfrontalière organisée et de lutter plus efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme. Les deux présidents ont exprimé leurs vives préoccupations face à la résilience de groupes terroristes dans le Sahel et le bassin du lac Tchad et ont rendu un vibrant hommage aux efforts déployés par les États du G5 Sahel. Les deux présidents ont convenu de la nécessité de poursuivre et concrétiser la montée en puissance et l'autonomisation de la force conjointe du G5 Sahel. Ils ont ainsi appelé à une mutualisation des moyens et une synergie des efforts pour plus d'efficacité dans les opérations militaires. Ils ont à cet égard souligné l'urgence de la transformation de la force conjointe du G5 Sahel en une véritable force autonome dans ses opérations, son fonctionnement et sa gestion financière. Ils ont réitéré leur appel aux Nations Unies pour examiner la question d'un financement pérenne de la force du G5 Sahel à travers l'octroi à cette force d'un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Évoquant les conséquences de la crise libyenne, les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation devant la menace que constitue pour la Libye elle-même, ses voisins et le Sahel, la présence sur le sol libyen de bandes armées incontrôlées, de mercenaires et de groupes terroristes se livrant à des trafics en tout genre. Ils ont noté avec une vive préoccupation les conséquences désastreuses en termes de déstabilisation des pays voisins et du Sahel, d'un départ du territoire libyen des mercenaires, des combattants étrangers et autres bandes armées irrégulières s'il était mené sans mesure d'accompagnement, de désarmement et de démobilisation sous l'égide des Nations Unies. Ils ont rendu un vibrant hommage au maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, tombé au champ d'honneur, ainsi qu'à son action en faveur de la sécurité dans son pays et dans le Sahel. Les deux chefs d'État ont appelé à la dynamisation des relations économiques et commerciales entre les deux pays et au-delà entre les pays du G5 Sahel. Ils ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la réalisation de grands projets structurants pour le développement des économies des pays du G5 Sahel. Ils ont réitéré leur appel à l'annulation de la dette pour accompagner les efforts de paix, de sécurité et de développement des pays membres du G5 Sahel. Les deux chefs d'État ont en outre insisté sur le devoir de solidarité de la communauté internationale de mettre à disposition des vaccins pour faire face à la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont souligné le rôle stratégique du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte dans la lutte contre la désertification dans le Sahel. Ils ont noté le rôle clé que ces deux organisations peuvent jouer dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences néfastes sur le développement socio-économique. Au terme de sa visite, Son Excellence le Président Mohammed Idriss Déby Itno
a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son homologue et frère, son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à son gouvernement et au peuple mauritanien tout entier pour l'accueil fraternel, l'hospitalité généreuse et les marques d'attention dont lui-même et sa délégation ont fait l'objet au cours de son séjour. Son Excellence le Président Mohamed Idriss Déby Itno a adressé une invitation à son homologue et frère, son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour effectuer prochainement une visite en République du Tchad. Cette invitation a été acceptée avec un grand plaisir et sa date sera fixée par voie diplomatique. Le présent communiqué conjoint est établi en 2 versions, arabe et française, les 2 textes faisant également foi. Fait à Nouakchott le 27 juillet 2021. C'était là le communiqué conjoint qui a sanctionné la visite du président du Conseil militaire transitoire du Tchad dans notre pays, parcouru par le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Ce matin, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a eu une entrevue avec M. Mohamed Salah Anatif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Au sortir de l'audience, le diplomate onusien a livré la teneur de ses entretiens avec le président de la République. Nous l'écoutons. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le président de la République cet après-midi. Je viens d'être renommé récemment représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. J'ai entamé une mission tournée de prise de contact avec les différents chefs d'État de la CEDEAO et du Sahel. Je suis venu écouter le président par rapport aux défis que rencontre la sous-région, notamment l'extrémisme violent, le terrorisme, ainsi que le changement climatique. J'ai écouté le président sur l'expérience mauritanienne, comment ils ont pu réussir à maîtriser tous ces défis, comment partager avec eux leur expérience. Et nos entretiens ont été focalisés sur ces différents défis, comment les aborder et comment mutualiser les efforts au niveau de la sous-région, et pour arriver à la conclusion que la menace est une menace globale, elle doit être perçue sous l'angle régional. Et de ce point de vue, je repars réconforté par les idées qui m'ont été partagées et que je partagerai avec les Nations Unies, tout en réaffirmant le soutien et l'engagement des Nations Unies pour être à côté de la Mauritanie. Je l'ai mentionné dans les titres, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a inauguré ce soir l'hôpital de Cheikh Mohammed Ben Zayed dédié à la pandémie du Covid-19 offert à notre pays par l'État des Émirats arabes unis. Après avoir coupé le ruban symbolique, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a visité les différents pavillons de cet hôpital qui renferme 30 chambres équipées de matériel médical nécessaire. La structure médicale a une capacité de 120 lits répartis dans 3 sections. L'équipement médical de cet hôpital est constitué de matériel moderne pour les consultations RX, IRM, des respirateurs artificiels, en plus d'un centre de production d'oxygène. Et enfin, le staff de cet hôpital de campagne est composé de médecins mauritaniens spécialisés dans le traitement des malades atteints du Covid-19. Justement, à propos du Covid-19, la pandémie a enregistré ces dernières 24 heures en chiffre record, 341 contaminations, résultat de 3102 tests, tandis que 4 décès ont été déplorés.
Sans plus tarder, nous suivons le point de presse du ministère de la Santé sur l'évolution de la pandémie. La répartition, la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, les nouveaux cas positifs Covid-19 sont au nombre de 341, dont 15 cas contacts et 326 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 132 nouvelles guérisons et 4 nouveaux décès. نسأل الله الرحمة والغفران للمتوفين. Les cumuls de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 24 349, dont 9 236 cas contacts, 14 910 cas communautaires et 203 cas importés. Les cumuls de cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 21 668 et les cumuls de décès est de 524. Nous avons aujourd'hui 2139 cas actifs, dont 2045 asymptomatiques, 62 avec symptômes simples et 32 avec situation grave. La répartition des nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas à Amrouj, un à Basknou, un à Djigani, un à Lioun, 11 à Barkewel, un à Gerou, 3 à Kankossa, un à Kifa, 6 à Kaidi, 9 à Mbout, 2 à Makama, 5 à Alag, un nouveau cas à Bababé, 5 à Bogué, 1 à Maktal Hajar, 3 à Boutilimit, 6 à Kermessein et 6 nouveaux cas à Wadnaga, 1 nouveau cas à Rosso, 1 à Aoujift, 2 à Atar, 5 à Chami, 57 nouveaux cas à Nouadhibou, 7 à Mijriya, 1 à Qabou, 2 à Birmgrain, 12 à Zouarat, 3 à Akjoujet, 9 à Oksar, 5 à Sabkha, 49 nouveaux cas à Tavraghzina, 17 à Dar Naïm, 24 à Tayart et 23 à Toujouni. 33 nouveaux cas à Arafat, 14 à Al-Mina et 12 dans la Muqata' de Riyad. Une bonne nouvelle pour nos compatriotes de la diaspora. Désormais, ils pourront jouir de la double nationalité. L'Assemblée nationale a en effet approuvé aujourd'hui, à l'issue d'une plénière, le projet de loi portant code de la nationalité mauritanienne modifié en 2010. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Boye, a affirmé devant les députés que le Mauritanien qui acquiert une autre nationalité continuera de jouir des droits liés à la citoyenneté mauritanienne et aux devoirs qui en découlent. Mohamed Khattab. Au cours d'une plénière tenue ce matin sous la présidence de M. Cheikh Ould Boye, président de l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 112-61 du 12 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne, modifié par la loi numéro 023-2010 promulguée le 11 février 2010. Les députés ont loué le dépôt par le gouvernement du projet de loi permettant la double nationalité, indiquant dans ce sens que cet amendement était attendu depuis longtemps. Ils ont estimé que la valeur ajoutée des communautés mauritaniennes à l'étranger ne se mesure pas en raison de leur abondance et de leur diversité et que l'histoire a prouvé l'attachement et la fidélité des expatriés mauritaniens à leur famille et à leur terre, soulignant que l'obtention de la nationalité d'un autre pays doit être perçue comme une recommandation et non un crime méritant la déchéance de la citoyenneté ou d'être empêché d'occuper certaines hautes fonctions. Ils ont également exprimé leur compréhension de la contradiction inscrite à l'article 31 qui est nouveau entre la double nationalité et certaines hautes fonctions, étant donné la nature sensible de ces dernières, notamment que les textes juridiques sont conçus sur la base de l'intérêt général et non de l'intérêt privé et en se basant sur la raison et non sur l'émotion. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Boye, a précisé dans son intervention face aux députés que la loi numéro 112-61, promulguée le 12 juin 1961, modifiée par la loi numéro 023-2010 du 11 février 2010, portant la loi sur la nationalité mauritanienne, n'autorise pas la double nationalité car elle stipule qu'un Mauritanien
majeur qui acquiert une nationalité étrangère perd automatiquement sa nationalité mauritanienne s'il n'est pas autorisé à la conserver en vertu d'un décret. Il a indiqué que cette situation nuit à de nombreux Mauritaniens qui ont réussi de manière remarquable à s'intégrer en tant que citoyens dans d'autres pays et sont restés attachés à leur pays d'origine. De même qu'elle prive la Mauritanie de profiter d'une contribution économique et culturelle de grande valeur que ses fils peuvent lui procurer dans le domaine de l'investissement, de l'éducation et de la connaissance. Le ministre a ajouté que le projet de loi vise à amender l'article 30 qui est nouveau pour prévoir des cas précis de perte de la nationalité et l'article 31 qui est également nouveau et consacrera désormais le maintien automatique de la nationalité mauritanienne tout en tenant compte des cas de contradiction définis dans ce projet. De même qu'il abroge l'article 32 de la même loi relatif à la perte de la nationalité pour une femme mauritanienne mariée à un étranger par son entrée dans le champ d'application du nouvel amendement. L'Assemblée nationale a également approuvé les amendements proposés par la Commission Justice, Intérieur et Défense relatifs aux articles 30 et 31 du projet de loi visant dans leur intégralité à clarifier le contenu de ces articles. Nous restons à l'Assemblée nationale qui a élu aujourd'hui le magistrat Jemal Mohamed El-Yedali à la présidence de la Haute Cour de justice. Les députés avaient élu les 9 membres et leurs suppléants lors d'une session plénière tenue mardi dernier au cours de laquelle ils ont prêté serment. Naissance d'un partenariat entre la Somelec et la société algérienne de production de l'électricité et de gaz, Naftal. La convention relative à ce partenariat qui va permettre à la Somelec de bénéficier de l'expertise de sa co-sœur algérienne en termes notamment de formation et d'échange d'expérience a été signée aujourd'hui à Nouakchott par le ministre du Pétrole, de l'énergie et des mines et l'ambassadeur d'Algérie dans notre pays, Abdoul Adamaba. Ce protocole d'accord entre la Somelec et la Sonelgaz vise à renforcer la coopération mauritano-algérienne dans le domaine des énergies, en particulier dans le secteur de l'électricité, ce qui permettra de répondre aux besoins en énergie des ménages et participer à la formation des acteurs de ce secteur. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Abdessalem Mohamed Saleh, a affirmé que cette convention est importante. Elle a été signée, précise-t-il, à un moment opportun au vu, dit-il, de la place qu'occupe le secteur énergétique, particulièrement l'électricité qui constitue une priorité pour le président de la République. En plus de cet appui pour disponibiliser l'électricité aux ménages, cette convention permettra de doter les employés dans ce domaine des aptitudes techniques et professionnelles nécessaires. Cheikh Abdallah Boude, directeur général de la Somelec, a quant à lui déclaré que cet accord va profiter aux deux pays. Ainsi, les experts des deux pays vont échanger leur expérience dans ce domaine. Il a par ailleurs souligné qu'il constitue un nouveau jalon dans la coopération mauritano-algérienne. Le PDG de la Sonelgaz, Shahar Boulaharash, a loué cette convention, indiquant à ce titre que la coopération bilatérale est entrée dans une nouvelle phase avec le renforcement des initiatives entre les deux pays et les deux entreprises concernées. Les experts de la délégation algérienne se sont par ailleurs réunis avec leur vis-à-vis de la Somelec. Ces rencontres a permis d'échanger entre les deux parties. Les experts de la délégation algérienne se sont par ailleurs réunis avec leur vis-à-vis de la Somelec. Ces rencontres a permis des échanges entre les deux parties dans le domaine énergétique. Les experts des deux entités ont partagé leur vision et expérience sous la supervision des directeurs généraux des entreprises d'électricité des deux États. Dans le domaine de la pêche, il était question aujourd'hui, dans le cadre des travaux d'un webinaire par visioconférence de haut niveau de la transparence dans ces secteurs, en prenant pour exemple celui de la Mauritanie. Dans son intervention, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Dioulzen, a indiqué que la pêche en Mauritanie est d'une importance stratégique puisqu'elle contribue
à l'économie nationale à hauteur de 3,3% du PIB et à la création d'emplois, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à l'équilibre de la balance commerciale. Dioul Zein a en revanche fait remarquer que le secteur des pêches est confronté, entre autres problèmes, à une exploitation intensive de certaines ressources halieutiques pour leur intérêt commercial et qui a entraîné une baisse de la performance globale du secteur. L'actualité à l'intérieur du pays est précisément à Ayoun, marquée par le démarrage aujourd'hui des ateliers d'exécution du protocole de partenariat et de coopération signé entre la délégation générale Ta'azour, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et l'association des maires de Mauritanie. Ces ateliers discuteront des voies et moyens permettant d'assurer un développement local durable. El Haj Abdoulaye. Cet atelier organisé par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour a été consacré à la concertation sur la mise en œuvre du protocole tripartite de coopération et de partenariat réunissant la délégation Ta'azour, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et l'association des maires de Mauritanie. L'atelier vise à améliorer les différents programmes et interventions effectués par la délégation au niveau de la wilaya du Houd al-Gharbi. Les besoins et les priorités de développement de la wilaya figuraient également sur l'agenda de la rencontre. Le délégué général de Ta'azour, M. Mohamed Mahmoud Oul-Ba'asriya, a indiqué que cet atelier est le 3e du genre. Il porte sur un protocole de partenariat et de coopération entre les différents acteurs. Le délégué a souligné que ce cadre de coopération permettra de corriger certains dysfonctionnements constatés en termes des mécanismes de gouvernance et de gestion des affaires publiques. Ce cadre, précise le délégué général, offre l'opportunité aux acteurs et aux intervenants de coopérer et d'améliorer la performance de leur structure. M. Mohamed El-Mukhtar Oul-Abdi, wali du Houd al-Gharbi, a exprimé son appréciation quant aux interventions menées par Ta'azour. Il a appelé au changement des mentalités qui peuvent entraver le processus de développement local. Les élus locaux et régionaux au niveau de la wilaya du Houd al-Gharbi ont loué à l'unanimité dans leurs discours les programmes et les interventions effectuées par la délégation Ta'azour, qui ont ciblé les catégories sociales vulnérables. Auparavant, le délégué général avait supervisé la pose de la première pierre du 3e lycée situé au quartier de Zaha dans la ville d'Ayoun. Ici à Nouakchott, on a discuté à distance de la nécessité de faire de la recherche et de l'innovation un levier pour le développement socio-économique durable et inclusif. C'était à l'occasion du lancement sous le haut patronage de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'appui technique à la mise en place de la stratégie de recherche et d'innovation. Aminata Khan. L'élaboration d'une stratégie nationale pour la recherche scientifique dans notre pays au cœur des échanges de cette rencontre virtuelle organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Prennent part à cette rencontre le secrétaire général des États africains, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que des présidents et membres des commissions et organisations nationales. Cette présente stratégie est financée par la délégation de l'Union européenne. S'exprimant, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Zoul Khdaira, a d'emblée indiqué qu'aucun développement durable n'est envisageable sans la recherche scientifique. Il poursuit en indiquant que la recherche scientifique va réduire le chômage, améliorer les conditions de vie des populations et contribuer à la protection de l'environnement en développant une économie compétitive. Indiquant qu'eu égard de son importance que la recherche scientifique occupe une place importante dans le programme Ta'ahoudati du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Il est à noter que des experts et des techniciens vont se pencher sur la stratégie nationale pour la recherche scientifique au cours de cette rencontre virtuelle. Le comité technique préparatoire de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence africaine de la Grande Muraille Verte s'est réuni ce mardi à Nouakchott. L'ordre du jour comportait l'évaluation des programmes et activités budgétaires
de l'agence pour la période 2020-2021, le projet d'investissement prioritaire pour la période 2021-2030, la stratégie de mobilisation des ressources et les engagements pris lors du sommet On Planet à Paris. Abdul Adamaba. Ces réunions du comité technique des experts de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte comptent se pencher sur le plan d'investissement prioritaire pour la période décennale 2021-2030, la feuille de route 2021-2023, la stratégie de mobilisation des ressources et des engagements pris lors du sommet One Planet de Paris, entre autres. Plusieurs pays africains prennent part à cette 7e session ordinaire, dont le Burkina Faso, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, entre autres. Le rôle des experts et de faire une analyse de haute facture et de proposer des recommandations pertinentes qui seront soumises à la haute appréciation de Mesdames et Messieurs les ministres. Nous apprécions à sa juste valeur l'apport de chacun d'entre vous. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler que le projet majeur africain de la Grande Muraille Verte est le fruit d'une coopération régionale née de la volonté de nos États membres avec pour objectif principal de lutter contre les changements climatiques et leurs conséquences de dégradation des terres et de perte de la biodiversité et des freins au développement socio-économique de nos pays respectifs. Ce sont des menaces réelles auxquelles il nous appartient de trouver des solutions sur la base de nos expériences respectives. L'ambition 2030 de la Grande Muraille Verte, forte, réaliste, s'inscrit dans le temps de l'accélération de la mise en œuvre des programmes nationaux de la Grande Muraille à impact pour induire des changements transformationnels, inverser les tendances négatives et créer un espace sécurisé de prospérité dans les terroirs de la Grande Muraille Verte. Pour le faire, les leviers accélérateurs susceptibles de propulser vers les résultats attendus sont principalement 1. Des réalisations sur le terrain à fort impact, avec essentiellement dans la première phase des investissements nationaux. 2. Une vision 2030 bien partagée et bien comprise et qui est transformatrice du Sahel par la mutation des zones arides du Sahel en pôles ruraux de production et de développement durable. le représentant de la Commission de l'Union africaine chargée de l'agriculture, du développement rural et de l'économie a mis en avant les progrès qui ont été réalisés par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte ces 10 dernières années. Il a dans cette optique cité la Grande Muraille Verte comme un projet novateur qui a fait des émules. Une autre rencontre virtuelle s'est tenue aujourd'hui consacrée au rôle des mathématiques et des sciences dans la réalisation du développement. Cette rencontre organisée par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, en collaboration avec le Centre régional de l'UNESCO pour la qualité et l'excellence dans l'enseignement, a vu la participation de la Commission nationale pour la culture, l'éducation et les sciences. Aminata Khan. Le rôle des mathématiques et des sciences dans la réalisation du développement, c'est la quintessence de cette rencontre. Une session au cours de laquelle les participants ont présenté des exposés et des conférences à distance sur les différents sujets relatifs à l'importance des mathématiques. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences, Mohamed Oulsidi Abdallah, a déclaré qu'étant donné le rôle central des mathématiques dans la formation de cadres aptes à innover et étant donné le désintérêt manifeste par certains de nos fils pour l'apprentissage de cette matière, l'organisation a inscrit cette activité dans son plan cette année. Ajoutons que ces réunions scientifiques ont été rendues possibles grâce à l'intervention de l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et des sciences qui a saisi la nécessité d'analyser cette situation et de rendre disponibles les compétences aptes à diagnostiquer et à lui trouver une solution. La cérémonie d'ouverture de la session s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système de l'enseignement, Soumaré Ali Sili. Les Mauritaniens vont dormir ce soir plus tôt que d'habitude suite à l'entrée en vigueur du couvre-feu instauré désormais de 20h à 6h du matin.
Comment cette mesure est observée et accueillie par nos concitoyens de Nouakchott Sud? Élément de réponse dans ce reportage d'Aminata Khan. Les habitants de la wilaya de Nouakchott Sud se précipitent pour regagner leur résidence à quelques minutes du début du couvre-feu prévu à 22 h. À Carrefour Madrid, l'un des plus grands axes routiers de la capitale, les chauffeurs tentent de se frayer le moindre passage, créant ainsi des embouteillages. Non loin du Carrefour Madrid, dans la Muqata'a d'Arafat, toujours dans la wilaya de Nouakchott Sud, c'est le même constat que nous faisons des embouteillages. Les éléments de la sécurité essayent à leur manière de faire régner l'ordre. Enfin, nous nous sommes rendus à El Mina, l'une des Muqata'a de la wilaya de Nouakchott Sud, où les rues sont désertes. Les seuls maîtres des lieux sont les éléments de la sécurité nationale chargés de faire respecter et appliquer les lois pour le bien-être de tous les citoyens, car on ne le dira jamais assez, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour cela qu'il est indispensable que nous respections à la lettre les mesures barrières édictées par nos autorités sanitaires en portant des masques, en nous lavant les mains régulièrement à l'eau et au savon et en évitant les rassemblements de plus de 10 personnes. Pour finir, direction le Tagan où les autorités publiques œuvrent désormais à faire respecter par les citoyens les mesures barrières. Une décision suscitée par la nonchalance de nombreux citoyens à l'égard des mesures préventives. Mohamed Khattab. Ce sont des mesures sanitaires draconiennes qui vous accueillent au portail du centre hospitalier de Tidjikja. Aucun visiteur ne saurait accéder au service sans passer par le protocole sanitaire de dépistage de la Covid-19. La pandémie étant devenue une réalité et l'apparition d'une troisième vague faisant craindre le pire. À l'intérieur du centre hospitalier de Tidjikja, un pavillon est dédié aux cas de contamination. Les staffs médicaux sont disponibles et opérationnels et les prédispositions logistiques sont prises. L'alerte est à son maximum. Selon le directeur du centre hospitalier, Mohamed Mustafa Ibrahim, il a été décidé la création d'une unité Covid de 14 lits avec une équipe médicale technique complète, une quantité d'oxygène suffisante. La situation pandémique au Tagan, dit-il, n'était pas très alarmante, ni dans la première, ni dans la deuxième vague, mais nous constatons, avec l'apparition de la troisième vague, ces jours-ci, une recrudescence des cas de contamination. Il est à noter que ce rebond du coronavirus a incité un plus grand nombre de citoyens à se rendre dans les centres de vaccination, notamment les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques. Pour ce citoyen, lorsque l'État peine à trouver le vaccin et finit par le mettre à la disposition des populations, tous les citoyens doivent se ruer vers les centres de vaccination et prendre les doses disponibles au lieu de rester indifférents jusqu'à se retrouver dans une situation délicate. Il est vrai qu'au marché de Tidjikja, les populations négligent les mesures sanitaires recommandées pour les prémunir contre la maladie. Pour cet autre citoyen, la négligence est flagrante au marché. Peu de gens respectent les mesures préventives alors que le virus est bien là et il est destructeur. Pour celui-là, dans la ville, les citoyens font fi de la circulation du virus, ne portent pas de masque. Pour cette femme qui s'est vaccinée, tout le monde, dit-elle, à Tidjikja, doit aller se faire vacciner pour se protéger les uns les autres et porter des masques. C'est dans cette atmosphère de recrudescence de cas de Covid-19 dans la ville que le wali du Tagan, M. Mokhtar Ouel Handa, a réuni le comité d'urgence de surveillance sanitaire pour poursuivre les campagnes de sensibilisation sur la pandémie et de mobilisation pour inciter les populations à aller se faire vacciner et freiner ainsi la propagation du virus et de ses variants. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président du Conseil militaire transitoire du Tchad achève une visite dans notre pays sanctionnée par un communiqué conjoint.
Le président de la République s'entretient avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le président de la République a inauguré ce soir l'hôpital Cheikh Mohammed Ben Zayed dédié aux malades du Covid. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment sur les ondes d'El Mauritania. Au revoir.